Donc, bienvenue à ce 4e épisode du podcast Skin by Dr. Dan. Donc, ceci est la deuxième partie là, de notre bloc qu'on voulait vraiment plus introduire, la médecine esthétique. Dans cet épisode, on va discuter principalement des motivations de ce qui pousse les patients à consulter en médecine esthétique, les nouveaux traitements là, qui sont en émergence et de façon plus populaire récemment, dans les derniers mois. Puis nous allons aussi faire un petit vrai ou faux là, en terminant à la fin, là, afin de un peu déjà prévoir les prochains podcasts et donner des informations sur certains mythes en médecine esthétique. Donc, je vous rappelle, encore une fois, le petit pépin technique qui nous a empêché là, d'avoir des standards ou d'avoir une image vidéo qui était à la hauteur de nos standards. Donc, aujourd'hui, ça sera également seulement en audio. Et on reprendra la semaine prochaine avec un invité bien connu dans la région. Hein. Donc, nous serons fiers de vous présenter cet invité avec une image vidéo. Évidemment, à ce moment-là, on va faire nos tests et on va s'améliorer en termes de qualité d'image. Alors, encore une fois, bonne écoute et on se revoit dans 2 semaines. Louis, c'est parce qu'on parle, là. Tu ris, toi, en plus. La motivation des patients, le pourquoi qu'ils viennent te voir, c'est quoi les raisons de base pour qu'on puisse un peu voir, est-ce que j'ai les mêmes raisons, les mêmes motivations aussi à aller en médecine esthétique? Fait que, est-ce que c'est vrai que les patientes, toutes celles qui viennent te voir en majorité, c'est pour transformer leur visage? En fait, ça fait 5 ans à peu près, 5 ou 6 ans qu'on fait ça. Puis, je me souviens pas d'avoir vu une patiente ou peut-être une seule patiente que l'objectif, c'est je veux vraiment changer mon visage. La très, très grande majorité, un peu comme je disais tantôt, c'est 98-99% des femmes. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir l'air naturel puis de vraiment avoir l'air plus reposé. C'est ce qu'ils viennent rechercher quand ils ont des rendez-vous. Exact. On pourrait relativiser, mais il y a aussi une petite classe là, qui c'est plus les plus jeunes. Généralement, ce qu'ils veulent venir chercher, c'est de la prévention puis ralentir les signes du vieillissement au niveau du visage. Fait que c'est vraiment les deux grandes classes. On veut que les gens plus jeunes, ou même peu importe, le plus jeune, c'est relatif. Là, maintenant, avec l'espérance de vie, on peut en reparler, mais l'espérance de vie qui augmente de plus en plus, mais les jeunes, c'est entre 30 et 55, 60 ans, mais eux, on va parler plus en prévention. Certaines tranches d'âge ou type de personnes vont travailler en prévention, mais aussi en traitement. Là. L'idée de base, c'est que les gens ne veulent pas changer, ils ne veulent pas que ça paraisse, ils veulent rester naturels dans leurs soins, puis c'est ce que nous, on veut leur donner aussi. Puis il y en a beaucoup qui doivent être un peu extravagantes sur les demandes. Comment tu fais pour savoir que c'est un bon traitement ou pas pour cette patiente-là? Ça, c'est l'art de la médecine, mais nous, notre rôle, c'est pas nécessairement de juger. La notion de beauté, c'est quoi être beau, c'est quoi être moins beau, mais on n'a pas... oui, on fait de la médecine esthétique, mais on n'a pas la science infuse de qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est pas beau. On a notre goût personnel, mais moi, si quelqu'un veut des plus grosses lèvres, pour dire quelque chose, mais rendu là, c'est la ligne entre est-ce qu'on fait de la médecine esthétique ou vraiment de l'esthétique en tant que telle. Nous, la seule affaire en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais ce qu'on veut pas nécessairement, c'est mettre la personne en danger. Fait que dans l'agent de comblement, il y a des risques qui viennent avec, on pourra en reparler, mais l'objectif, c'est d'en mettre assez pour que la personne soit satisfaite. Il ne faut pas trop en mettre pour l'exposer à des risques inutiles. Mais justement, comment tu fais pour gérer les attentes irréalistes des patientes? Parce qu'il y en a peut-être qui arrivent avec une photo d'une célébrité puis sont comme, c'est ça que je veux aujourd'hui, mon budget est de temps. Mais de un, physiquement, ça marche pas. Tu peux pas avoir ce visage-là. Ou ça coûterait bien trop cher, ça n'a juste aucun bon sens. Comment tu gères les attentes irréalistes? Je pense que ça se fait avec une conversation qui va être transparente. Puis les gens viennent pas nécessairement pour... Il y en a qui vont venir pour nous dire « Moi, je veux ça, fais-moi ça ». Et la très grande majorité des gens viennent nous voir pour nos conseils. Fait que là, c'est sûr que c'est d'avoir une conversation qui va être transparente avec eux puis leur dire changer ton visage. Pour ressembler à quelqu'un d'autre, mais on peut dire, moi, je veux des lèvres qui ressemblent à elle, mais ta morphologie de tes lèvres, c'est pas la même qu'Angelina Jolie. Fait que je peux pas te donner une plus large bouche. Fait que, on peut travailler sur les ratios des proportions, mais il y a toujours des limites à ce qu'on peut faire en médecine esthétique, du moins. Même en chirurgie, mais...
Fait que c'est vraiment d'avoir une conversation qui est ouverte, puis de dire, mais voici ce que ça prend, puis voici ce que ça prendrait en termes, parce que le budget va venir en ligne de compte là-dedans. Mais il y a aussi les risques associés avec de mettre plus de volume, de plus en plus de volume. Mais il faut comprendre que dans le visage, il n'y a pas juste des espaces vides où ce qu'on peut remplir à l'infini. Il y a aussi des structures vitales dans le visage qui peuvent être abîmées ou altérées avec le volume qu'on met. Ça t'es-tu déjà arrivé de dire non? Bon, ça nous arrive pas à toutes les semaines parce que la majorité des gens sont réalistes puis nous écoutent quand même. Il y en a qui sont insistants un peu plus. Fait que c'est plus pour eux. Mais est-ce que c'est fréquent? La réponse, c'est non. Mais c'est pas une question de dire oui ou non. C'est plus de dire, je comprends ce que tu veux, mais ce que tu veux, c'est pas ce que tu as besoin nécessairement. Ou pour atteindre ton résultat de ce que... Tu sais, une des plus grosses plaintes qu'on a chez la personne qui avance un petit peu en âge, c'est les plis nasogéniens. Mm-hmm. Fait que les gens, ils ne voient que ça, mais un pli nasogénien, c'est rarement la problématique qu'il faut adresser. C'est un manque de support, puis c'est le visage qui va tomber vers le bas et vers l'avant. Fait que dans ce temps-là, il faut essayer de donner un peu plus de tonus puis de structure au visage. Fait qu'on essaie de réorienter le problème puis d'expliquer aux gens. C'est plus ça. Mm-hmm. D'où l'importance de l'évaluation, parce que les gens vont dire, moi, enlève-moi ça ici, mais dans le fond, ce que la cliente ne sait pas, c'est qu'il y a toute une science puis une technique pour aller avoir le résultat voulu, mais ça prend des fois une ou deux, trois visites peut-être. On en connaît tous, là, des injecteurs qu'il n'y a pas beaucoup de discussion, puis c'est comme tu t'assois, puis je t'injecte, puis je t'explique rien. Mais la majorité de ces clients-là dans lesquels on a cette attitude-là ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on a fait, puis ils se ramassent juste avec une facture de XYZ 1000 $ après, puis il n'y a aucune satisfaction là-dedans, puisque tu n'as pas développé la relation de confiance avec la personne. Mm-hmm. Fait que ça, c'est important de le faire. Puis là, c'est pas juste moi qui le fais. Là. Dans la région puis dans la province, il y en a des centaines là, qui font ce genre de relation thérapeutique-là. Puis l'objectif, c'est d'avoir confiance puis de faire un plan de traitement au long terme avec le client, entre le client puis l'injecteur, le professionnel. J'aimerais ça qu'on parle des traitements les plus populaires en médecine esthétique. Dans le fond, quand tu as une cliente qui est nouvelle, là, qui n'a jamais mis les pieds là, puis qui arrive dans ta clinique, c'est quoi le traitement qui est le plus populaire cette année ou dans les dernières années? Depuis très longtemps, ce qui se vend, en tout cas du moins ce que nous on fait, là, c'est beaucoup le neuromodulateur qui est un peu la porte d'entrée dans notre clinique là, qui est à Avenue. Puis le traitement le plus demandé, disons ça de même, c'est l'injection au niveau de la glabelle, l'espace là, entre les deux sourcils, entre les deux yeux. C'est l'arrêt du lion qui... souvent, ça va être c'est des rides qui vont être associées avec une expression qui est plus négative, un regard qui est plus fâché ou une certaine agressivité dans le visage. Fait que ça, on a on a beaucoup de demandes pour ça. Puis généralement, c'est un peu la visite exploratoire. Les gens viennent pour découvrir la médecine esthétique. Il y en a qui savent, qui sont confiants puis essayent n'importe quoi, mais il y en a beaucoup qui sont un peu réticents, ils ne savent pas trop. Puis c'est vraiment souvent le traitement qu'on va leur proposer. Les taux de satisfaction d'une glabelle, quand ça se passe bien et qu'il n'y a pas de complications, c'est 100%. Il n'y a personne qui n'est pas content d'avoir de l'air moins fâché, moins agressif, puis tout ça. Après, fait que c'est vraiment le premier traitement que nous, si on parle d'injectable, qui est le plus gros vendeur, c'est le traitement de la glabelle avec des neuromodulateurs. OK. Ensuite, là, je dirais en 2025-2026, ce qui a eu énormément été tendance, c'est le micro-needling ou le micro-aiguillage, là, qui est vraiment... c'est un petit appareil là, avec des aiguilles. Pourquoi ça a été tendance? C'est parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux, parce qu'ils faisaient des traitements à domicile de ça avec des affaires achetées sur Amazon. Mais ça, sur la stérilité, la sécurité, faire des autotraitements en partant à la maison, c'est surtout quand c'est invasif, là, parce qu'on brise la barrière cutanée et tout ça. Fait que ça, c'est à faire attention. C'est comme une machine qui passe sur ta peau puis les aiguilles vont venir faire plein de petits trous pour venir injecter plus en profondeur des produits. Dans le fond, ça stimule le visage. Fait que ça, on travaille plus en production de collagène puis améliorer la qualité de la peau. Fait que ce que ça permet de faire, c'est de faire des micro-canaux au niveau de la peau. La blessure que l'aiguille fait au niveau de la peau va vraiment stimuler aussi une réaction inflammatoire au niveau cutané qui va faire en sorte qu'il va y avoir plus de collagène de fait. C'est pas nécessairement la technique la plus optimale pour faire une production de collagène, mais on peut appliquer avec les petits canaux que ça crée, en plus de la réaction que je parlais, mais ça nous permet d'avoir une porte d'entrée pour aller porter des produits qui vont stimuler aussi la production de collagène. Là, il y en existe plein. Là. Maintenant, la grosse tendance, là, c'est les exosomes ou l'ADN de saumon.
de plus ça va aller, plus on va, mais les compagnies pharmaceutiques vont développer des produits qui vont être applicables au niveau topique, au niveau de la peau, dans un contexte d'avoir créé des canaux au niveau de la peau pour avoir accédé aux couches plus profondes. Si tu avais un budget limité pour améliorer le vieillissement global d'une personne, ça serait quoi que tu conseillerais pour commencer? On a quelqu'un qui vient avec un budget limité. Ça va dépendre vraiment premièrement, de l'âge qu'elle a. C'est quoi ses objectifs qu'elle veut travailler avec nous. Fait que si c'est vraiment une question de prévention en tant que telle, il va y avoir une discussion à avoir avec elle. Mais moi, souvent, ce qui est de plus en plus ce que je vais suggérer, c'est de faire des traitements qui vont être plus de façon globale au niveau du visage pour conserver une certaine qualité de peau. Fait que ça va être soit des neuromodulateurs, qui ça, c'est plus des traitements préventifs de rides, ou vraiment aller travailler en technologie. Puis là, il y en a plein qui existent, mais pour garder vraiment la peau vivante le plus longtemps possible. Quand je dis garder la peau vivante, c'est de la garder réveillée, puis que les cellules de la peau, puis toutes les cellules de soutien vont rester actives là, pendant plusieurs années, à garder l'élasticité puis le collagène au niveau de la peau. Si on parle aussi de sécurité, parce que c'est super important là, quand on va consulter, comment on fait pour choisir un bon professionnel formé pour les injectables? Il y a plusieurs façons de le faire, mais évidemment, il y a des professionnels qui ont aussi un ordre professionnel, ça c'est étant dit. Fait qu'infirmières, médecins qui vont dans leur ordre professionnel sont obligés d'avoir des formations continues, il y a un petit peu plus de surveillance, d'encadrement et tout ça. Évidemment, c'est pas parce que tu es médecin que ça te rend sécuritaire et bon non plus. Mais la meilleure façon, c'est d'aller voir le professionnel puis de jaser avec, poser vos questions. Quelles questions on peut poser avant un traitement, justement, pour... Les questions, les questions, il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises nécessairement, parce que c'est sûr que les domaines sont très, très larges, mais je pense que c'est vraiment la confiance. Est-ce que le professionnel vous écoute et est conscient de ce que vous demandez ou puis il va vraiment vous expliquer vos besoins ou ce que lui pense qu'il devrait adresser, puis tout ça, puis de développer un plan. Fait que, c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de faire une connexion avec le client, puis de se faire un plan à long terme. Si vous ne sentez pas de connexion, puis tout ce qu'il vous dit, c'est assis-toi, puis je vais te faire ce que moi je pense que tu as besoin, puis il n'écoute pas vraiment ce que vous dites, c'est déjà là, le fit est peut-être pas le bon. Mm-hmm. Puis, il y a différentes personnalités. Des fois, ça clique, des fois, ça clique pas. C'est pas qu'il est nécessairement mauvais, mais moi, c'est ma façon de pratiquer, c'est vraiment de créer un lien de confiance avec la personne. Puis j'aime mieux en faire moins maintenant, mais de se voir plusieurs fois par année, plutôt que de faire un traitement de 5 000 puis de ne plus vous revoir pendant 3 ans parce que le budget y est passé au complet. Fait que, c'est comme ça. Puis j'ai donné l'exemple tantôt, mais c'est comme ça brosser les dents. Fait que, tu as bien beau te brosser les dents pendant 1 heure, pendant une journée, mais pas le reste de l'année. Ça sert absolument à rien. Fait qu'on est mieux de le faire des petits traitements de façon récurrente. D'un, vous faites un lien, puis de deux, c'est de l'engagement. C'est que ça garde votre peau. Je donne souvent cette expression-là, mais la peau, il faut la garder vivante. Ça se fait avec un entraînement quotidien, mensuel. C'est comme aller au gym, là. Si on veut avoir un résultat, mais tu peux y aller 6 heures par jour une fois, puis tu vas te brûler raide, mais ça ne garantit pas le résultat. Exact. Là, parce que pour bien vieillir, l'objectif, on réinvente pas la roue. Là. Fait que c'est rien de compliqué. Si tu veux avoir des résultats, mais il faut que les résultats, il faut que tu les entretiennes, il faut que tu fasses ce qui est alentour aussi. Il faut faire des choix dans la vie. Ça s'applique dans n'importe quel domaine, que ce soit en santé ou ailleurs. Mais fait que, une journée intensive versus des petits gestes à tous les jours, mais c'est sûr que le petit geste quotidien va battre 100 fois le traitement agressif qu'on fait une journée par 3 ans. Tu penses-tu que les médias sociaux ont changé les attentes des patients? La problématique, c'est que sur les réseaux sociaux, comme les professionnels de la santé, premièrement, on n'a pas le temps. Puis deuxièmement, on n'a pas nécessairement l'art de communiquer, de bien communiquer. C'est pas toujours facile. Puis on est réglementé dans ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Fait que de combattre la désinformation avec la vraie information, c'est très difficile. Ça, il y a plein d'études qui montrent que de envoyer une fausse croyance dans l'univers est beaucoup plus facile que de la déconstruire. Fait que c'est sûr que les réseaux sociaux ont eu un impact négatif sur c'est quoi la médecine esthétique, qu'est-ce qu'on peut offrir, puis sur la crédibilité qu'on peut avoir aussi. Là. J'y vais avec une question qui tue, comme dans Tout le monde en parle. Faudrait payer les hôpitaux. Y a-t-il un traitement miracle? Non. Il y a ça, le traitement miracle, là, si un jour je le trouve... On va être milliardaire. Exact. On va être seté for life.
Fait qu'il n'y a pas vraiment de traitement miracle. Mais si tu me forces à donner une réponse, le vrai traitement miracle, c'est de faire vraiment d'accompagner les traitements qu'on fait en médecine esthétique par une prise en charge globale. Fait que c'est vraiment, oui, les traitements cliniques, mais tout ce qui se fait à la maison, sur travailler sur vraiment la crème solaire quotidien, puis de prendre soin de sa peau, prendre soin de sa santé. Fait que le vrai miracle qui est là-dedans, c'est probablement la chose la plus dure, parce que de venir en clinique une fois par année, puis d'avoir ses agents de comblement, puis son neuromodulateur, puis retourner à la maison, ça, c'est relativement facile. Mais de faire un geste quotidien, jour après jour, c'est ça qui est le plus difficile. D'avoir une routine le matin, une routine le soir, c'est faire la crème solaire, de l'appliquer avant de partir, puis de faire des traitements ou de remettre la crème solaire aux 2 heures. C'est ça le traitement le plus dur. Fait que la seule façon de faire un miracle, c'est de le faire, de le marcher quotidiennement. Pas sur l'eau, parce que personne n'a réussi. Puis en ce moment, quelle tendance en médecine esthétique que tu trouves intéressante? Ce qu'on s'en vient là, beaucoup en ce moment, qui est en train d'émerger énormément, c'est les biostimulants, un peu comme je disais tantôt, mais fait que ça, c'est un produit, là, encore une fois, injectable, qui a différentes techniques, différentes façons d'aller le porter, mais qui vont vraiment aller travailler au niveau local, au niveau de la peau, pour préserver soit le collagène, l'élastine, puis la qualité de la peau, là, au niveau du tonus de peau, la texture de peau. C'est vraiment le gros soin là, qui s'en vient énormément. Évidemment, on pourra en reparler, mais tout ce qui est peptides, je pense qu'ils vont aussi avoir beaucoup de développement de ce côté-là. Malheureusement, les peptides en ce moment est un peu plus sur c'est vraiment des produits de laboratoire qui n'ont aucune étude ou presque là, au niveau humain. Là. Quand je parle des peptides, c'est pas nécessairement les GLP-1, mais tous les autres là, émergents qui ont plein de lettres, plein de chiffres à l'intérieur. Fait que l'objectif, c'est vraiment de le faire de façon sécuritaire si on va aller là-dedans. Mais les biostimulants, c'est l'avenir, je pense, en médecine esthétique, notamment en prévention, puis de garder la peau le plus de qualité pendant le plus longtemps possible. Puis après les biostimulants, une chose qui revient, c'est les technologies. Fait que tout ce qui est laser, c'était très fort là, dans les années 90-2000. On a un petit peu là, un petit creux de vague, là, si on veut, en termes de popularité au niveau des années 2010, mais là, ça revient énormément. Puis c'est un peu comme les biostimulants. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de la peau, la texture, le tonus et le teint. Des lasers, il y en existe des centaines, fait que m'éparpiller trop là-dedans, mais l'important, c'est de comprendre que les lasers, il y a différents types de lasers avec différentes puissances, longueurs d'onde, technologies, sciences derrière, qui vont pouvoir adresser là, vraiment des paramètres particuliers de la peau qu'on veut aller travailler en tant que tel. Fait que je dirais, s'il y a deux développements qui poussent beaucoup en ce moment, c'est vraiment les biostimulants puis les technologies laser qui s'en viennent de plus en plus populaires et un arsenal de plus dans nos plans de traitement. Fait que les technologies, c'est vraiment un monde hyper vaste. On pourra se refaire un podcast vraiment juste là-dessus pour plus clarifier parce que c'est vraiment intéressant puis il y a vraiment beaucoup de possibilités. Fait que je voulais finir ça avec un petit blitz de vrai ou faux. T'es prêt? Oui. Vrai ou faux? Le Botox fait paraître tout le monde figé. C'est complètement faux. C'est comme je disais tantôt, c'est vraiment la dosage qui... Vrai ou faux? Une fois qu'on commence le Botox, on doit en faire toute sa vie. C'est faux. On n'est pas obligé d'en faire toute sa vie. Évidemment, plus on en fait longtemps, mieux c'est, mais on n'est pas obligé. Vrai ou faux? Les agents de comblement servent uniquement à grossir les lèvres. Faux, parce qu'on peut en mettre partout au niveau du visage. Ben, pas partout, mais une bonne partie en termes de structure, améliorer la lumière. On peut en mettre à plein de places là, autres que les lèvres. Vrai ou faux? Les crèmes anti-âge peuvent remplacer les traitements esthétiques. Faux. Les crèmes anti-âge peuvent t'aider à ne pas avoir besoin des traitements en médecine esthétique. Vrai ou faux? Plus on commence jeune les traitements, meilleurs seront les résultats à long terme. Vrai, si les traitements sont les bons qu'on applique en bas âge. Quand on parle bas âge, c'est 30 ans, on s'entend. Mais... Vrai ou faux? Le soleil est responsable de la majorité du vieillissement visible du visage. Vrai. En plus de la génétique. Puis du tabagisme. Vrai ou faux? Le meilleur traitement anti-âge est la protection solaire. Vrai. Rien d'autre à dire. Vrai ou faux?
Les gens remarquent davantage un beau résultat esthétique qu'un mauvais résultat. Faux. Parce qu'un beau résultat esthétique, c'est quelque chose qui paraît pas, qui est naturel. Tandis qu'un mauvais résultat, mais ça détonne. Ça se fait remarquer. Vrai ou faux? Les lèvres dog face sont causées par trop de produits. En majorité, vrai, mais il y a aussi une question d'anatomie de base des lèvres de la personne. Vrai ou faux? Le Botox est un poison qu'on injecte volontairement dans le visage. Le poison est dans la dose, donc faux. Vrai ou faux? À 50 ans, il est trop tard pour commencer la médecine esthétique. Faux. C'est juste qu'il faut adapter le plan de traitement en conséquence de où on est rendu dans notre, au niveau de notre visage. Et finalement, vrai ou faux? Dormir sur le côté peut contribuer au vieillissement du visage. Ben, c'est faux, mais on peut quand même deviner dans certaines situations de quel côté que la personne dort, dépendamment des rides au visage. Fait que je suis mitigé, mais il n'y a pas vraiment d'impact tant que ça. C'est juste que des fois, il peut y avoir des rides un peu plus prononcées si la personne dort du côté gauche, par exemple, d'avoir plus de visage qui va être avancé. D'un côté. Fait que c'est ça qui conclut notre podcast d'aujourd'hui. On aurait pu en parler pendant des heures encore, mais là, on est limité par le temps. Puis, on garde quand même en tête là, l'idée du podcast sur les technologies, tout ça. Puis, si vous avez des questions, écrivez-nous. On va pouvoir vraiment approfondir un sujet en particulier dans nos prochains podcasts. Fait qu'on voulait vraiment y aller général, at large, pour vraiment mettre la base en médecine esthétique, mais on le sait qu'il y a encore plein de sujets qui auraient pu être discutés. Fait qu'écrivez-nous pour nous tenir au courant de ce que vous pensez, vos commentaires et tout ça. Puis sur ce, À bientôt. bonne semaine. Mettez de la crème.